Bonjour à tous. Apparemment, on peut y aller, donc allons-y. Merci de participer à cette table ronde sur la prévention avec le digital, un sujet dont on parle beaucoup, la prévention. Et si le meilleur moyen de guérir était de ne pas tomber malade? Plus que jamais, la prévention, c'est un sujet d'avenir, mais aussi de présent. Est-ce que cela va nous aider à pérenniser notre système de santé? Quels sont les sujets les plus impactants pour nos citoyens? Cancer, diabète, cardiovasculaire, etc. On parle beaucoup de ces pathologies, mais il y en a d'autres, justement, plus en déshérence et sur lesquelles le digital peut aussi contribuer. Quelle place pour les acteurs de la tech et des assureurs dans ce monde de la prévention? Ce n'est pas qu'un monde réservé aux acteurs de la santé, mais d'Intech d'ailleurs représente bien ce foisonnement et cette interdisciplinarité entre différents univers, tech, santé, assurance, prévoyance, complémentaire santé. Donc c'est une conférence pour y voir plus clair ensemble avec nos intervenants sur ce vaste sujet. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Camon, qui est le leader écosystème et directeur écosystème Ma Santé et directeur technique collectif à Allianz France. Voilà, donc Allianz qui est une grande maison d'assurance. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Anne-Sophie Bouy, présidente de la commission santé de Numéum et secrétaire générale de CGDIM. Bienvenue Anne-Sophie, ainsi que Pierre, qui est représentant de la DNS et qui se joint à nous. Donc DNS, alors tu nous diras un petit peu ce que c'est, hein, parce que pour beaucoup de gens, ça ne parle pas forcément, alors que... Ça marche. Voilà, alors que vous êtes un peu partout quand même, hein, dans le digital en santé en France. Et puis Anne Laurin, qui est sous-directrice de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors bon, là, la CNAM, par contre, pas besoin de présenter. Je crois que tout le monde connaît bien. Voilà. Du coup, Anne, vous avez construit une feuille de route sur la prévention à la CNAM, à la fois sur des sujets qui sont très concrets, comme le carnet de santé de l'enfant. Là, on ne peut rien faire de plus concret que ça. Et aussi sur des sujets très techniques comme le Ségur de la santé. Alors ça, c'est un peu plus ésotérique hein, pour la plupart des gens. L'idée de fond, c'est quoi? C'est d'aller vers des modèles de prévention plus personnalisables, passer d'un modèle mass market, entre guillemets, à un modèle plus individualisé. Les micros, bah voilà, c'est bon. 1, 2, 2, c'est parfait, ça fonctionne directement. Bonjour à tous, merci. Oui, alors cette fameuse feuille de route, et comme ça me permet aussi, puisque Pierre est à côté de moi, cette fameuse feuille de route du numérique 2023-2027, elle est co-construite hein, justement avec la délégation ministérielle au numérique en santé, l'assurance maladie, et aussi avec nos amis de l'agence du numérique en santé qui sont fortement impliqués dans l'aventure. C'est vraiment cette idée de prévention. C'est une action totem de l'assurance maladie qui va, je dirais, aboutir via plusieurs canaux. Et donc, dans cette nouvelle feuille de route, ce n'est pas un hasard si la prévention, c'est l'axe numéro 1, avec le pilier Mon espace santé et avec le pilier Ségur du numérique en santé, puisque pour que ça fonctionne, on a besoin, oui, de partager les bons messages, mais on a besoin aussi d'avoir un équipement qui va permettre voilà, de pouvoir diffuser ces messages correctement. Et donc là, on sait que si on reste sur des messages très globaux de prévention, il y a un moment, ça atteint ses limites. Voilà, on ne va pas aller toucher tous les usagers. Donc on a besoin d'aller un cran plus loin. On va en discuter ce matin vers voilà, de la prévention dite personnalisée. Et donc le premier entrant, vous l'avez dit David, c'est notamment de s'appuyer sur Mon espace santé. Hein. On a 98% des usagers aujourd'hui qui disposent d'un espace santé. Hein. Donc forcément, on va s'appuyer sur ce carnet de santé numérique pour pouvoir diffuser des messages de prévention hein. Et on va avoir plusieurs étapes. Actuellement, voilà, on est vraiment sur des messages de prévention basés sur l'âge et le sexe de l'usager. Et puis, une logique de parcours. Voilà. Et donc, dans ces parcours, on a notamment le carnet de santé de l'enfant avec des bilans de 0 à 16 ans. Et là, Mais du pas coup, que, c'est hein. vraiment... Mais pas que, exactement.
toujours un peu dans la même sphère, la santé de la femme, le parcours grossesse. Voilà, et tout ça, les différentes fonctionnalités de mon espace santé vont pouvoir contribuer, c'est un canal parmi tant d'autres, à amener de la prévention. Et voilà, et c'est vraiment hyper important pour nous côté assurance maladie. On y retrouve aussi le carnet de vaccination dans cet espace? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a le carnet de vaccination. À la fois, les professionnels vont pouvoir venir alimenter ce carnet de vaccination. Vous, en tant qu'usager, vous allez pouvoir, c'est un petit peu fastidieux la première fois voilà, par exemple pour quelqu'un de mon âge, d'aller remettre tout son historique, mais après c'est quand même génial. Et puisqu'on a maintenant dès la naissance un espace santé, ben voilà, pour vos enfants, c'est génial de prendre, je dirais, le pli immédiatement. Et en termes de prévention, on va venir côté assurance maladie, justement, mettre les rappels de vaccination voilà, obligatoires, les recommandations. Donc, ça va vraiment être un outil du quotidien. Et ce suivi de vaccination, c'est là aussi un grand pilier dans la prévention. Alors ça tombe bien, je ne sais pas pour vous, mais moi je passe toujours mon temps à rechercher mon carnet de santé quand j'en ai besoin pour une vaccination et j'ai toujours du mal à mettre la main dessus. Donc merci pour ce service. Et alors Stéphane, c'est pas que le sujet d'acteur public, ce sujet de la prévention, ça vous intéresse aussi chez Alliance. La prévention en cœur, pourquoi ? Bonjour, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Oui, donc effectivement, nous sommes investis sur les sujets de prévention depuis de très nombreuses années en tant qu'assureur complémentaire. Donc on se positionne, enfin ça paraît évident de se dire qu'effectivement nous préférons voir nos assurés en bonne santé qu'en mauvaise santé. Les assurés en bonne santé. Très clairement. Et donc on intervient sur l'ensemble de la chaîne de la prévention, donc la prévention primaire, secondaire, tertiaire, donc pour anticiper, limiter les impacts sur l'ensemble de la chaîne. Et ça, effectivement, nous le faisons beaucoup depuis de nombreuses années à travers toute une série de partenariats. Donc typiquement, on a tout un parcours de prévention alors qu'on a retravaillé là avec notre partenaire Santé Claire qu'on vient juste de lancer, qui permet effectivement d'avoir une approche prévention à 360 sur les sujets de nutrition, sur les sujets de style de vie, et qui vous nous accompagne en digital. Je reviendrai sur le canal digital. AxoMove également, donc là sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, qui permet effectivement de bien prévenir de ces risques-là. Et les troubles musculo-squelettiques, c'est quelque chose d'assez présent, hein, comme... C'est la deuxième cause d'arrêt de travail en France, Ouais, derrière ça, la santé mentale. Avant, c'était la première, donc bonne nouvelle, c'est devenu uniquement la deuxième. Et donc, on a partenarié avec une start-up, AxoMove, qui permet vraiment d'accompagner à travers le digital sur l'ensemble du parcours, que ce soit avec des checks initiaux et ensuite, effectivement, un accompagnement beaucoup plus personnalisé grâce au digital. Mais ils sont présents sur le salon et je crois qu'ils ont été primés l'année dernière, d'ailleurs. Ici même. Ici même. Donc on a Mocacare sur la santé mentale et puis on a aussi toute une série de services d'assistance. Pour nous, pouvoir accompagner nos clients dans ces sujets de prévention et dans ces sujets d'assistance, c'est pour nous absolument clé et c'est ce qu'on recherche à faire dans l'ensemble de nos actions. Et sur le digital pour nous, c'est un langage assez naturel vis-à-vis de nos clients. Donc on a 1,5 million de connexions annuelles à travers notre plateforme digitale. La plupart concernent justement la santé et c'est pour nous une capacité d'accompagnement de nos assurés, de nos clients, qui est formidable parce qu'on peut vraiment les accompagner jusque dans leur poche à travers leur sujet de prévention. Et une petite phrase que j'ai bien aimée qui traduit la logique, parce que je me suis posé la question, mais que vient faire finalement un assureur dans ce sujet-là? Mais effectivement, quand vous m'avez dit qu'il faut accompagner vos assurés, parce que c'est des environnements qui sont pas simples, en fait, il faut les guider. Et c'est là où ça m'a semblé effectivement intéressant comme démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un foisonnement d'initiatives et vous les aidez à s'orienter dans ces parcours.
Alors effectivement, les parcours de soins en France ne sont pas toujours totalement simples. Et effectivement, on ressent bien de la part de nos clients le besoin de pouvoir les accompagner, trouver le bon professionnel de santé, pouvoir les accompagner, avoir un deuxième avis médical, accéder à de la téléconsultation. Tout ça, c'est effectivement des services que l'on offre, qui sont orientés soit en prévention, soit en accompagnement, et qui d'ailleurs font vraiment partie de la satisfaction de nos clients et ils nous offrent justement un retour extrêmement positif dès lors qu'on arrive à leur offrir ce type de service. Oui, il y a un taux de satisfaction qui est très bon. Du coup, Pierre, vous avez monté des parcours avec l'aide du digital. Alors, c'est quoi le principal intérêt de monter des parcours de prévention avec du digital, en fait, par rapport à des parcours sans digital? Oui, Nous effectivement. rappelons peut-être aussi ce qu'est la DNS. J'allais commencer par ça. Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je représente aujourd'hui la DNS, donc la délégation au numérique en santé, qui est en fait une entité du côté ministère de la santé, où on s'occupe de co-porter la feuille de route du numérique en santé avec l'assurance maladie notamment, mais c'est une feuille de route qui a été élaborée en concertation avec l'ensemble de l'écosystème. Nous, notre place, c'est un peu d'être les chefs d'orchestre sur l'ensemble de ces sujets. Donc, à la fois porter la stratégie, c'est-à-dire quelle est la place de l'État dans cet écosystème, comment on met en œuvre un État plateforme, on pourra y revenir mais tout à l'heure si besoin. Et ensuite, comment on met le numérique au service de la santé, parce que finalement, le numérique, c'est pas une fin en soi. Pour nous, c'est vraiment un moyen qu'on a envie de mettre au service de la santé. Alors, dans la feuille de route, il y a 4 axes, 3 axes sur le fond. Et le premier, effectivement, Anne l'a dit, c'est sur la prévention. Donc nous, au sein de mon espace santé, dont on est co-responsable de traitement avec l'assurance maladie, effectivement, on a commencé à déployer cette logique de parcours, donc qui sont dans le numérique. Ça va être des parcours notamment autour des différentes parties de mon espace santé. Donc par exemple le profil médical, qui va vous aider, si vous le remplissez, à mettre les bonnes informations pour qu'elles soient disponibles au bon moment pour les professionnels de santé. On peut penser par exemple à une allergie à la pénicilline. Si vous avez complété votre profil médical et que vous êtes pris en charge en urgence et que le médecin peut consulter la synthèse de votre profil médical, il va peut-être adapter le traitement qu'il va vous donner. En fait, nous, on a aussi mis en place ce qu'on appelle la stratégie un peu des petits pas. Donc, le numérique en santé, au-delà des grands parcours, dont c'est vraiment l'objectif, mais c'est surtout quelles sont les premières pierres qu'on va réussir à mettre dans ces grands parcours. Donc, je pense aux premières pierres comme l'agenda de santé, qui va bientôt rejoindre mon espace santé, donc pour avoir les grands moments clés de prévention. Je pense également au catalogue de services. On l'a dit, la prévention, c'est pas que pour les acteurs publics. On a commencé à le voir avec les assureurs. Il y a tout un tas de services finalement qui font de la prévention. Vous faites le lien entre le public et le privé au travers de ce catalogue finalement. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée de dire en fait comment des services utiles au suivi de la santé des Français, notamment en prévention, peuvent être mis en avant au sein du catalogue. Alors aujourd'hui, de manière entre guillemets simplement publicitaire, on va dire voilà, ce service existe. Il est par ailleurs passé au travers des 150 critères de référencement, donc vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Demain, on aura des vrais parcours avec de l'échange de données entre ces applications et le catalogue. Qui vont permettre de remplir l'agenda automatiquement, le profil médical, d'échanger des documents. Et puis après, qu'est-ce qu'apporte vraiment le numérique dans tout ça ? Ça permet à la fois de personnaliser, donc on l'a dit tout à l'heure, sur des contenus particuliers, de faire des parcours qui sont vraiment adaptés au moment de vie, santé de l'enfant quand vous avez des enfants, parcours de grossesse au sein de mon espace santé avec les bons documents, pareil, aux bons endroits. Et la deuxième chose que ça permet, c'est vraiment de gérer la partie consentement. En fait, ça, c'est le point important. Je pense que c'est vraiment, voilà, on sous-estime ce sujet ou on le méconnaît. En fait, on peut faire des choses incroyables dans le domaine de la prévention, faire la détection active pour identifier des risques, etc. Mais pour que ça marche, il faut avoir donné son consentement. Sinon, c'est pas possible. ouais, ça, c'est vraiment C'est ça la révolution.
un des plus gros points. Et c'est d'ailleurs une question qu'on avait mis au centre du comité citoyen. Donc nous, tous les ans, on se pose souvent des questions, mais là, on essaye d'avoir quel est l'avis représentatif des citoyens sur ce sujet-là. Et sur ce sujet de la prévention, c'est une question qu'on leur avait posée l'année dernière. Jusqu'où peut-on aller dans la prévention grâce au numérique en santé? Et c'est vraiment ce sujet de consentement qui est ressorti. Et grâce aux outils numériques, on va pouvoir donner son consentement, disons, universel à la prévention, mais aussi choisir quel document je peux masquer ou pas, quel parcours j'accepte et quelle personnalisation finalement j'accepte pour ma prévention. Oui, parce que finalement, les gens ne sont pas contre donner de la donnée pour qu'on puisse l'exploiter pour faire de la prévention pour eux. Le tout, c'est de bien leur expliquer et de pouvoir donner un bon cadre sécurisé pour recueillir et gérer ce consentement. Ouais, exactement. Alors ça arrive sur la partie prévention, mais effectivement déjà rien que sur mon espace santé, quand on en parle, on a assez souvent la première réaction de oula, mais attention, la sécurité et puis quel consentement à l'usage de mes données. Et en fait, tout ça c'est vraiment au cœur de mon espace santé de pouvoir dire qu'est-ce que je redonne la main aux patients sur ces données de santé. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un des axes clés et très fort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point très important à avoir à l'esprit. Et c'est bien que tu l'aies souligné, partagé. Anne-Sophie, tu représentes ici Numéum, le syndicat des acteurs français du digital. Ils sont là, ils sont tous là. Et tu as aussi beaucoup d'expérience dans le digital en santé. Alors pour toi, c'est quoi la clé pour libérer du temps aux professionnels de santé? Parce que moi, je l'ai pratiqué quand je vais voir mon médecin généraliste. Ok, il n'a pas beaucoup de temps quand même. Il a une file d'attente qui est pleine à craquer, là. Donc, si je commence à lui parler de ma grand-mère, de mon oncle, des antécédents familiaux, etc., je vois bien que c'est un peu compliqué. Donc, comment est-ce qu'on va libérer du temps aux professionnels de santé pour qu'ils puissent passer un peu de temps avec moi sur la prévention? Bonjour à tous. En fait, je rejoins ce qu'ont dit Pierre et Anne, hein. La ministre l'a rappelé d'ailleurs lors des 2 ans de mon espace santé. La prévention, c'est l'objectif clé de la feuille de route. Et là où vous êtes les chefs d'orchestre, nous, éditeurs et professionnels du numérique en santé, on est la cheville ouvrière qui allons mettre en place toute cette feuille de route pour permettre aux professionnels de santé de dégager du temps. On parlait d'éduquer la population, mais il faut aussi éduquer les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui vont devoir aller remplir et aller mettre leur vaccination pour être à jour. Si on veut que ça fonctionne, si on veut qu'il y ait réellement un décloisonnement et que les professionnels de santé parlent entre eux, il va falloir leur libérer du temps pour qu'eux aussi puissent consacrer ce temps à la prévention et à renseigner les informations qui sont importantes. Donc nous, au sein de Numéum et l'ensemble des industriels, on travaille sur des solutions pour leur faciliter la vie, tout en respectant bien sûr la feuille de route du numérique, mais des solutions de téléconsultation, des solutions de prise de rendez-vous, tout ce qui peut à un moment faire gagner du temps aux médecins. Parce que c'est vraiment aujourd'hui un des challenges. Enfin, on a de moins en moins de médecins. On a un coût de l'assurance maladie qui coûte de plus en plus cher. Donc, il faut prévenir, il faut anticiper et on est là pour les accompagner. Il n'y a pas de baguette magique, il faut les aider à trouver du temps, la charge mentale. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a un sujet de formation pour les accompagner. Tout à fait. D'ailleurs, ça faisait partie de la rémunération des éditeurs sur le Ségur, hein. Il fallait accompagner, il ne fallait pas seulement développer, il fallait accompagner les professionnels de santé dans l'usage de ces nouveaux outils. Et donc, on a dû développer, et on continue à le faire, des outils de formation et d'accompagnement pour qu'ils prennent toute la mesure de la nouvelle tâche qui leur incombe. Donc, en fait, on est dans de l'humain vers le professionnel de santé. Et ça, on a remarqué, hein, s'il n'y a pas cet accompagnement humain, ça ne marche pas. Le professionnel de santé, lui, il n'a pas le temps de rentrer dans ces sujets-là. Le professionnel de santé, il enchaîne 20 rendez-vous par jour, il est surchargé. Donc non, il n'a pas le temps. Il faut vraiment l'accompagner pour qu'il dégage du temps et puisse remplir sa mission. Je vais exactement dans le même sens, que c'est vrai que nous, l'axe 1 dans la feuille de route, c'est la prévention, et l'axe 2, c'est redonner du sang aux soignants dans la prise en charge, finalement pour qu'ils contribuent aussi à l'axe 1. Donc je rejoins tout à fait ce que c'est le fameux aller vers, c'est ça. Il faut vraiment aller vers les gens. Et ça se traduit concrètement comment, du coup? Parce que
Moi, je vois bien, quand on est éditeur, on va monter des formations, on va accompagner les professionnels, mais quand on agit au niveau national, sur une feuille de route un peu globale, le aller vers, ça va se traduire comment, du coup? Bah, le aller vers, c'est vrai que c'est un peu la réponse à la limite qu'on peut voir dans les actions de prévention qu'on a menées de manière vraiment très large, où on sait qu'il y a effectivement des retombées, qu'elles sont positives dans tous les cas, mais tout le monde a ce papier de rendez-vous chez le médecin dans l'année pour votre enfant, et puis en fait la date c'est dans 2 jours et on n'a pas le temps et on n'y va pas. Donc c'est vrai qu'une partie de la solution à ça, c'est d'aller vers les gens de manière plus ciblée, plus prescriptive peut-être. Et ça s'inscrit un peu dans la logique des parcours qu'on est en train de monter à la fois au sein de mon espace santé, mais c'est aussi la logique qui est suivie par d'autres. Peut-être un exemple là, sur les rendez-vous, les bilans aux âges clés qui vont être mis en place prochainement. C'est vrai que Si on peut rappeler ce que c'est que ces bilans aux âges clés. oui, du coup, c'est un bilan de prévention autour de 4 âges clés de la vie où il va y avoir un rendez-vous qui est pris avec un professionnel de santé pour faire le tour des habitudes de vie et pouvoir passer des Et messages. ça commence jeune, hein, ces 4 Oui, âges clés. le premier âge clé, c'est 18-25 ans. Hein, donc, effectivement, c'est tout début de la vie d'adulte. Et donc, ces bilans aux âges clés, déjà, ils sont un peu plus ciblés. Effectivement, je pense que dans cette logique de ciblage, de réduire la tranche d'âge, permet d'y voir un peu plus clair. Et nous, on est en train de mettre en place des parcours qui vont donner des actions, des call to action, comme on dit. Dans mon espace santé, vous allez pouvoir remplir, et vous pouvez déjà, d'ailleurs, si vous êtes concerné par ces bilans aux âges clés, des auto-questionnaires. Et donc, voilà, vous remplissez vos habitudes de vie. Et en fait, dès la fin de cet auto-questionnaire, vous êtes renvoyé vers une prise de rendez-vous avec un des effecteurs qui a des créneaux disponibles près de chez vous. Donc on ne dit pas aux gens, tiens, il y a un risque, débrouillez-vous. Là, vous allez les accompagner dès le questionnaire pour les aider à s'orienter. C'est exactement ça, jusqu'à la possibilité de prendre rendez-vous. Toujours, c'est chez le médecin de leur choix, évidemment. Mais voilà, on met le pied à l'étrier. Ouais, ça, c'est une vraie innovation, là, pour le coup. Parce que c'est un vrai sujet. Hein, on va prendre le thermomètre, on va dire aux gens, tiens, oulala, vous avez un risque, et puis maintenant, allez, débrouillez-vous. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si je peux te couper, David, je pense que vous avez aussi fait quelque chose de très très bien. Vous avez élargi, notamment aux pharmaciens, ce rôle de prévention. Et ça fonctionne très bien. On voit qu'on peut maintenant aller passer des entretiens de prévention en pharmacie, femmes enceintes, diabète, etc. Et là aussi, voilà, nous, on a accompagné éditeurs pour développer les outils nécessaires pour qu'ils n'y passent pas non plus des heures carrées, parce qu'eux, ils sont au comptoir, ils ont une file d'attente qui attend aussi. Mais voilà, vous avez ouvert la prévention aux autres acteurs de la santé, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très positif. Un effet de démultiplication. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est... Stéphane, c'est quoi le principal frein du aller vers? Pour moi, c'est un peu le sujet de l'aiguille dans la meule de foin, quoi. Comment est-ce qu'on va faire matcher de la prévention avec les besoins des assurés? On a une offre qui est foisonnante, des services qui se développent dans tous les sens. Comment est-ce qu'on va permettre à une offre de croiser la bonne personne au bon moment? Je suis d'accord, c'est ça le vrai challenge en fait, en un sens, parce qu'une fois qu'on a parlé de prévention, une fois qu'on la met en avant, une fois qu'on a les outils digitaux pour la mettre et accompagner les Français, la question à un moment c'est comment on arrive à trouver les bons services, à les faire utiliser. Bon, nous, chez Allianz, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions-là. Alors déjà, peut-être qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a un enjeu à être connecté avec l'écosystème très innovant de la santé. Et je crois que ce salon le démontre. Il y a énormément de foisonnement dans cet écosystème. Donc nous, on est là et on a aussi un certain nombre d'incubateurs qui permettent là aussi d'identifier un certain nombre d'expériences. Ensuite, nous, on les filtre. Certains passent, certains ne passent pas. Ensuite, on les teste. Et ça, cette phase de test, c'est aussi important. On est vraiment en mode de test and learn et quelque chose d'assez pratique. Dans le fond, alors, on est amené à le tester sur nos collaborateurs. Allianz, c'est 8000 collaborateurs en France. C'est déjà une zone de test qui n'est pas inintéressante.
Il y a une bonne raison aussi pour ça, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il y a un acteur qui est absolument clé dans la chaîne, dont on ne parle pas assez souvent, c'est l'entreprise. Et donc effectivement, le relais au niveau des DRH est peut-être assez clé, parce que la question de la prévention en entreprise, c'est un élément clé. Voilà, je referme la parenthèse sur la partie entreprise. En tout cas, donc du coup, on les teste, soit sur nos propres collaborateurs, soit sur des populations, enfin de nos clients. Et ensuite, on a le retour et puis à un moment, c'est pas, même si on peut penser que ce service est extraordinaire, qui va apporter énormément de valeur pour nos clients, pour nos assurés, à un moment, on se rend compte que finalement, il n'est pas assez utilisé. Et donc, il faut savoir aussi arrêter des expériences qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, typiquement, nous, on avait passé un partenariat pour équiper nos assurés qu'ils souhaitaient de trackers pour le sommeil, pour les aider effectivement à travailler sur cette question-là. On s'est rendu compte à l'expérience qu'il y a un effet de mode. Les gens utilisent 3 semaines leur tracker de sommeil, puis finalement, au moment, ils le laissent au fond du tiroir de leur table de nuit, et donc à ce moment-là, on a arrêté. Donc il y a vraiment cette boucle. Après, il y a aussi plein de belles histoires qui s'écrivent, mais il y a vraiment cette boucle d'apprentissage de manière très pragmatique et qui permettent effectivement de développer graduellement les solutions qui répondent aux besoins. Alors, 3 millions d'assurés, plus de 150 services de mémoire, c'est pas une mince affaire que d'orienter vos assurés vers le bon service. Du coup, ces 150 services, ils sont tous amenés à perdurer? Eh bien non, par définition non. En fait, ne subsistera que ceux qui sont utilisés, que les plus pertinents. Donc il y a aussi pour nous un enjeu effectivement d'arriver à bien suivre les taux d'utilisation. Mais finalement, on se confronte assez rapidement au problème que vous pouvez avoir, qui est la question de la personnalisation. Effectivement, alors les critères d'âge, c'est une première segmentation, critères de genre, c'est une deuxième segmentation, mais objectivement, c'est très largement insuffisant. Donc en fait, pour nous, l'un des enjeux majeurs et massifs, c'est de pouvoir arriver à une expérience de personnalisation, car les enjeux de prévention d'une personne ne sont pas du tout les enjeux de prévention d'une autre personne, même s'ils ont le même genre, même s'ils ont le même âge. Donc c'est là où effectivement nous on voit que on est un peu confronté à cet enjeu-là. On en parlera parce qu'effectivement la question de l'exploitation de la donnée pour un assureur privé est pour nous un véritable enjeu. Oui, on y reviendra. Mais effectivement, donc il n'y a pas de tabou sur le sujet des services. Il y en a qui vont marcher, d'autres moins. Mais du coup, la prévention, c'est un sujet qui est systémique. Il faut aussi agir dans une logique multicanale. Alors, systémique, c'est un gros mot, hein, mais tout ça, c'est simplement pour dire que c'est un sujet qui est un peu compliqué quand même. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, on l'a vu, des acteurs au niveau national, des acteurs privés, des acteurs éditeurs, les professionnels de santé, les individus. Mais du coup, ça veut dire quoi au niveau de la CNAM d'être dans une approche un peu systémique? C'est un peu ce qu'on s'est dit là avec tous, hein. C'est qu'il n'y a pas un canal, il n'y a pas un acteur, il faut qu'on embarque voilà, tout l'écosystème pour y arriver, hein. Et si je prends par exemple un exemple, on est aujourd'hui côté assurance maladie très actif sur un programme qui s'appelle Génération sans carie, parce qu'on sait que voilà, le risque carieux chez les petits Français est très élevé par rapport à nos amis allemands, par Tu peux exemple. nous rappeler, c'est quoi le lien médical entre je me brosse bien les dents et le cardiaque? Enfin, Eh ben, voilà, on sait qu'il y a vraiment des conséquences, hein. La qualité de la santé bucco-dentaire va vraiment irradier, en effet, sur des pathologies qui vont être des pathologies qui peuvent être assez graves, parce que comme tu le dis, voilà, sur des pathologies cardiaques. Donc, voilà, la santé voilà, de nos dents, elle est hyper importante et ça commence tout petit. Et donc, pour ce faire, on va vraiment, au travers de ce programme, embarquer évidemment la population des chirurgiens dentistes, l'ensemble de nos usagers, et puis l'écosystème aussi des entreprises du numérique en santé. Pourquoi? Parce que le fameux papier qu'on reçoit pour beaucoup, pour nos enfants, voilà, vous avez peut-être vu des petits papiers MT dents, l'idée, c'est de dématérialiser ce bon, de pouvoir travailler sur ce programme Génération sans carie avec une grille d'examen adaptée qu'on pourra trouver à la fois en intégré logiciel
et à la fois dans Amélie Pro, dans le cadre du bouquet de services aux professionnels, en miroir de mon espace santé, et de pouvoir informer l'usager, notamment au travers de mon espace santé, qui a la possibilité d'aller réaliser cet examen qu'on va étendre de 0 à 24 ans aux femmes enceintes et à l'enfant à venir. C'est-à-dire qu'on va donner des bonnes pratiques à la future maman, voilà, pour pouvoir Ça expliquer. commence jeune, la prévention. Mais exactement, en fait, j'allais dire presque ne pas attendre que l'enfant soit né pour déjà, c'est quoi les bons tips, voilà, en termes de santé bucco-dentaire dès le début, pour que ça devienne un examen en routine, finalement. Donc ça passe par de l'accompagnement chez les jeunes aussi. Donc j'imagine que le rôle des écoles, des lycées est important dans toutes ces démarches. Exactement, il y a eu là aussi pas mal d'actions conjointes aussi avec la DNS pour toucher les écoles, les jeunes. Donc on parle de la santé bucco-dentaire, il y a tout le dépistage du cancer du col de l'utérus, enfin voilà, toute la vaccination qui est associée. Donc c'est là où c'est vraiment multicanal et où c'est de l'éducation des usagers et des très jeunes usagers. Alors du coup, Anne-Sophie, tout le monde doit retrousser ses manches, hein, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire. Voilà, c'est pas l'affaire d'un acteur. Voilà. Et du coup, les éditeurs, vous faites partie de cet écosystème, les acteurs de la tech. Vous n'avez pas chômé sur le sujet. Vous sortez de la vague 1 du Ségur. Alors, tu pourras peut-être nous rappeler ce que c'est que le Ségur. Peut-être tout le monde ne voit pas forcément. Alors, est-ce que ça a été facile de gérer le Ségur? Première question. Et pourquoi avez-vous fait une lettre à Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre? Vous n'avez même pas trop attendu qu'il soit bien installé en poste pour lui adresser un courrier de bienvenue? C'est une tribune, on va dire. Alors le Ségur, c'est justement c'est ce qui va permettre de mettre en place toute cette feuille de route du numérique en santé. Et oui, on en est ressorti un petit peu épuisé. Ça a été un travail. Tu as l'air fatigué là. Ça a été un travail colossal pour l'ensemble des acteurs et des éditeurs. Au final, on a 167 solutions référencées, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, 167 solutions référencées. Une bonne partie du marché. Une très très grande partie du marché, je crois, plus de 98% pour les pharmaciens, pour les médecins, on est autour de 80. Voilà, à peu près 80% de l'offre de soins, grosso modo. Voilà, donc il y a eu un réel... on a vraiment répondu à ce que vous nous avez demandé, mais voilà, on y a laissé quand même quelques plumes, parce que pendant 2 ans, on a vécu Ségur, mangé Ségur, dormi Ségur, nos équipes n'ont fait que ça. Rêver Ségur. Rêver Ségur, cauchemardé parfois un peu Ségur aussi, mais voilà, ça a été quand même quelque chose de très prenant qui nous a aussi un peu parfois empêché de faire d'autres choses, hein, d'aller dans l'innovation ou même dans des rattrapages de dettes techniques pour certains éditeurs qui avaient en cours. Donc voilà, il faut quand même garder ça en mémoire, qu'il faut laisser aussi du temps dans la feuille de route des industriels, qu'on n'attend pas dans nos roadmaps le Ségur. On a aussi d'autres choses à faire et il faut qu'on puisse le faire parce que c'est une forte attente de nos clients. Mais quelque part, ce qu'on a fait ensemble sur le Ségur, c'est-à-dire cette co-construction, ça a été quelque chose de fabuleux. Et il faut vraiment que ça devienne une règle, une norme pour la suite. Il faut qu'on continue à travailler comme ça parce que c'est comme ça qu'on arrivera à... C'est la bonne méthode. Répondre. C'est la méthode, j'ai envie de dire. Et là, du coup, alors, si tu peux nous rappeler ce que ça va permettre demain, le Ségur. Donc, mon pharmacien va pouvoir accéder plus facilement aux résultats, enfin, aux informations du médecin, au dossier médical. Enfin, concrètement, ça va changer quoi dans la vie des gens? À travers mon espace santé, tous les professionnels de santé vont alimenter avec l'ensemble des éléments médicaux du patient un outil commun qui sera consultable par le médecin traitant, par tout à l'heure Pierre parlait quand on est opéré en urgence, parfois on n'a pas le temps de donner l'intégralité de son historique. Je vais y retrouver aussi mes analyses médicales. Enfin, c'est vraiment votre carnet de santé virtuel qui est en ligne. Et pour ça, il fallait que ça n'allait pas arriver tout seul. Il fallait développer les flux qui permettaient de le faire. Je sais que c'est une question souvent que les gens se posent, hein, finalement. Pourquoi les différents professionnels de santé ne retrouvent pas l'information qui a été produite ou partagée par un autre professionnel de santé? Ce qu'on est en train de se dire, c'est que là, ça y est,
quasiment tous les acteurs industriels de la tech sur le sujet ont rendu, grâce à cette feuille de route, possible cette forme d'interopérabilité, d'échange d'informations. Exactement, et avec une composante non négligeable qui est la composante sécurité. C'est-à-dire que c'est quand même des données de santé, des données sensibles. C'est précieux. Donc voilà, c'était pas juste se dire on envoie les documents à tel endroit et ils y sont. Donc il fallait le faire dans un cadre sécurisé, qui va d'ailleurs être aussi une étape importante dans la vague 2 du Ségur, hein, qui n'est pas terminée. On a une vague 2 à venir. Mais voilà, c'était très important que ce soit sécurisé. Et aujourd'hui, du coup, ce sont plus de 250 millions de documents qui sont échangés par an et donc qui arrivent dans vos espaces santé. Hein. Je rappelle, vos profils Mon Espace Santé ont été créés automatiquement. Donc, vous pouvez y avoir accès et surtout, ils sont accessibles aux professionnels de santé. Et le partage fluide et sécurisé des données de santé, c'est effectivement aussi une des premières actions de prévention, finalement, que votre professionnel de santé puisse consulter les bons documents au bon moment. Exactement, et vous serez agréablement surpris parce qu'on n'attend pas, entre guillemets, que vous ayez ouvert votre espace santé pour déjà y mettre les documents. Donc nous, on y met les documents de façon sécurisée, et le jour où vous accéderez à votre espace santé, vous les retrouverez déjà présents. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Alors, j'ai un environnement sécurisé, j'ai de la donnée, j'ai du partage. Je dois gagner du temps. On pense tout de suite à l'intelligence artificielle quand même dans cette histoire-là. Ah bah, oui, bien entendu, on pense à l'intelligence artificielle et on pense aussi à la data quand on parle de prévention. Il y a des très beaux programmes qui sont en cours. Alors là, je vais parler d'un programme qu'on a monté, le programme d'interception, qui a été monté par l'Institut Gustave Roussy, où on permet d'anticiper et d'essayer de prévenir et de trouver des patients qui ont un risque augmenté d'avoir un cancer plus tard, de façon à leur proposer une prévention personnalisée. Et ça, sans la data, sans l'IA, ce ne serait pas possible. Et du coup, Anne, ça va vous aider dans vos programmes de prévention, par exemple sur le dentaire, l'IA, vous en êtes où d'ailleurs, Anne et Pierre, sur ce sujet de l'IA, c'est d'actualité? Alors, c'est d'actualité. Je pense qu'on commence aussi à entendre des craintes. Moi, je fais une petite comparaison très modeste. Quand on a commencé à déployer des DPI dans les hôpitaux, des dossiers patients informatisés, où on nous a dit « Ah, ça y est, on va, et l'humain là-dedans, etc., etc. » L'intelligence artificielle, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment une aide, une aide à la décision, une aide à la détection, et il faudra toujours des hommes et des femmes, derrière pour interpréter, mais du coup pour apporter leur valeur, leur intelligence, dans les analyses. Donc vraiment, j'ai envie de dire, faut pas qu'on en ait peur. Il y a sans doute le défi de la confiance à relever dans tout ça, mais oui, ça fait partie des nouveaux entrants. Et là, du coup, Pierre, le sujet avant même de déployer massivement l'IA, c'est déjà de sécuriser les données. Hein. Oui, c'est ça. Nous, on a déjà assez de mal avec la vague 1 du Ségur et Mon Espace Santé à centraliser les données dans un endroit pour qu'elles soient accessibles aux professionnels de santé et aux patients. Donc, effectivement, on voit l'IA comme une opportunité. Peut-être aujourd'hui plus côté marché, côté éditeur, justement en laissant de la place sur les roadmaps des éditeurs pour qu'ils puissent l'intégrer. Peut-être que c'est aussi une question de compétences. Hein. Aujourd'hui, les sujets d'IA ils sont plus portés par le marché que par la puissance publique. Et nous, notre rôle, on le voit vraiment comme un rôle de régulateur. Comment on s'assure que l'intelligence artificielle qui est déployée et développée dans le champ de la santé reste éthique. C'est un peu le prolongement du serment d'Hippocrate, mais sur la partie digitale. Donc typiquement, dans le référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé, si vous faites des solutions d'IA, à la fois vous êtes bienvenus et à la fois vous avez aussi des critères spécifiques pour dire en fait à quel point vous avez fait attention dans la partie développement pour enlever les biais principaux et puis pour expliquer en partie ce que vous faites, quoi. Oui, si on le voit, le sujet de la qualité de la donnée est essentiel. Si on veut une IA intelligente pour faire de la détection du cancer, de risques cardiaques, etc., il faut de la donnée de qualité. Et pour qu'on ait de la donnée de qualité, il faut rassurer les gens pour qu'ils la partagent. On revient à ce sujet de confiance et de sécurité. Mais du coup, Anne-Sophie, on pourrait aller assez loin dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est toi qui me disais qu'il y a des pays en Europe, si on ne partage pas de la data, on n'est pas remboursé de la même manière. Oui, il y a des pays en Europe où on a éduqué la population à partager la data. On ne parle pas d'usage primaire, on ne parle pas de vos données personnelles, on parle de données anonymisées qui, derrière, vont permettre
d'accélérer la recherche et de profiter à l'ensemble de la population. Voilà. En termes de prévention, je pense que c'est quelque chose C'est une d'important. piste, en tout cas c'est une idée. Peut-être Exactement. un jour. Et du coup, Stéphane, alors la data, hein, c'est un sujet épineux, on voit, il y a plein de manières de l'opposer. Mais alors quand on est assureur, comment on fait pour faire matcher cette offre et cette demande avec de la donnée de santé? C'est un sujet pas simple à appréhender. Non, non, c'est un véritable frein. Mais peut-être juste avant de parler du frein, je voulais juste aussi préciser ce qui marchait, parce que ça peut être aussi utile de s'appuyer sur les expériences qui marchent. Nous, ce qu'on voit qui fonctionne bien, c'est cette relation aussi digitale et physique. Nous, Allianz, c'est aussi 2000 collaborateurs qui sont sur le terrain à accompagner les assurés individuels, à accompagner les entreprises, qui peuvent être des relais aussi extrêmement pertinents. Et c'est cette articulation entre le physique et le digital qui fonctionne, parce que l'offre, encore une fois, est très foisonnante. Se diriger dans les systèmes de soins et savoir exactement ce qui a de la valeur pour nous, spécifiquement en termes de prévention, c'est pas simple. Le digital peut aider, mais le physique est aussi assez clé. Alors, nous, effectivement, pour en venir au frein, l'exploitation de la data, c'est vraiment ce qui est absolument clé pour arriver à personnaliser justement et à permettre à chacun d'entre nous de se repérer dans une offre foisonnante de prévention. Et là, effectivement, nous, alors, assureurs privés, on a un certain nombre de limites qui est posé par un cadre réglementaire contre lequel on trouve qu'il y a un petit peu comment dirais-je, d'inefficacité globale, hein, parce que alors, quand on parle de données d'assureurs privés, il y a tout de suite des inquiétudes qui ressurgissent. Je me permets justement de préciser qu'un assureur privé n'a pas le droit de tarifer sur des critères de santé, donc ne vous inquiétez pas que vous soyez en bonne santé ou en mauvaise santé, Ça changera rien. le prix est le même. Voilà, le prix est le même, et de toute façon, c'est absolument pas l'intention des assureurs privés. Donc pour nous, vraiment, le point clé, c'est de pouvoir débloquer et déverrouiller cette capacité à utiliser la data pour personnaliser l'expérience. Libérons la data, libérons la data. Si je peux me permettre, je voulais juste mettre en avant aussi une toute dernière chose. Au sein de Numéum, on a 80% de nos adhérents qui sont des startups et qui foisonnent d'idées. On a en France un écosystème incroyable. Et donc, on a mis en place les cafés santé solutions pour justement parler de prévention sur des thèmes précis. Donc, on a fait la vision. Demain, on fera peut-être la nutrition ou autre chose. Et on vous invite vraiment à y participer. Et voilà, je voulais juste dire ça. Les startups aussi. En tout cas, en route pour cette prévention personnalisée. Merci à nos intervenants. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous. À très bientôt.